Donc, je suis Alain Kahacha. Herman a fait une présentation plutôt euh, flatteuse de moi. Je ne sais pas si ça se confirme de cette manière-là, mais oui, par mon parcours, j'ai eu à faire BAT, Coca-Cola, Vodacom, Airtel, et puis bien, la Banque centrale ou d'autres entreprises. Mais quand j'étais chez Coca-Cola, on parle de 2000 à 2003. En tant que nouvel employé, on pose la question de savoir quelle est la première mission de l'employé Coca-Cola. Quelqu'un peut juste imaginer les réponses qui fusent. À votre avis, quelle est la première mission d'un agent Coca-Cola? Madame, s'il vous plaît. Lancez-vous. Oui. Non, c'est là derrière. À mon avis, Oui. d'accord. C'est de produire des boissons, dont le coca. Ok. Oui. La première mission d'un employé Coca-Cola, c'est d'être un ambassadeur de la marque Coca-Cola. Donc, c'est de faire consommer Coca-Cola aux clients. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous choquer, mais la première mission de l'employé Coca-Cola, c'était d'enrichir les actionnaires. Et si vous, vous êtes DG, vous êtes dans l'exco d'une compagnie, retenez que ce n'est pas pour faire beau, ce n'est pas pour... tout ça doit être fait, mais vous devez d'abord ajouter de la valeur à vos actionnaires, en imaginant que c'est votre propre entreprise. Et qu'est-ce que vous auriez souhaité que vos employés vous apportent? Il faut qu'ils ajoutent de la valeur pour vous. Donc la première mission, pas seulement pour Coca-Cola, mais pour nous tous, lorsqu'on est employé quelque part, c'est d'ajouter de la valeur pour les actionnaires. Et on ajoute cette valeur justement par une stratégie qui soit très clairement formulée et articulée. L'agenda de ma présentation, très rapidement, je vais quand même rappeler mes fondamentaux, parce que si on a parlé de la méthode Alain Kahacha, c'est parce que ça tient compte aussi de ma personnalité et de ma manière d'opérer. Ensuite, je parlerai des ingrédients d'un bon plan stratégique, toujours selon moi. On va illustrer par des cas concrets comment cette méthode a fonctionné dans des cas bien précis. Et si d'aventure j'oubliais, rappelez-moi dans les questions-réponses le cas de la prise de la tête de Airtel RDC, parce que ça c'est un scénario assez atypique mais qui est intéressant de partager. Mais dans le flow de la présentation, je peux oublier ou passer à côté, mais dans les questions, rappeler ça, ça sera important. Ensuite, avoir une stratégie, c'est bon, mais le plus important, c'est de l'exécuter. Avoir juste la stratégie pour vous-même et qu'elle n'est pas mise en œuvre, ce n'est pas aussi intéressant que ça. Et donc, je vais quand même toucher la partie exécution. Comment je pense qu'au mieux, on peut mettre en œuvre une stratégie, et on finira par vos questions-réponses. Et j'aimerais que, justement, la partie questions-réponses soit plus grande, plus longue que la partie de la présentation, donc je peux aller vite sur certains aspects. Mes fondamentaux, ils ne sont pas aussi compliqués que ça. La présentation est faite en anglais et en français, enfin les slides, parce que je voulais attirer votre attention sur une chose. Vous êtes CEO, vous êtes membre d'Exco dans nos pays francophones, mais retenez que pour le moment, quelle est la langue du business qui est parlée au paradis? Non, je n'ai pas entendu. Non, mettez-vous à l'anglais, même si vous n'aimez pas la langue. Il y a des opportunités qui peuvent être fermées parce que vous-même, vous n'avez pas avancé. Pour vous-même comme pour votre entreprise, l'anglais est clé. Dans quelques années, quelle sera la langue la plus parlée dans le business au paradis? Donc, peut-être que vous,
le mandarin ne va pas trop vous intéresser, mais pour vos enfants, pensez-y. Parce que dans quelques années, ils risquent d'avoir la même difficulté que nous, les francophones, quand on devait aller nous battre en... Donc, je le fais exprès d'avoir justement le français et l'anglais juste pour attirer l'attention des uns et des autres là-dessus. Et donc, les fondamentaux, cette courbe est très... Elle parle d'elle-même, mais elle n'est pas perçue tout de suite. J'ai une devise simple dans la vie. Aujourd'hui, mieux qu'hier et moins bien que demain. Je répète, arrêtons-nous un moment. Aujourd'hui, mieux qu'hier, mais moins bien que demain. Ça appelle une amélioration, le pointeur, une amélioration chaque jour dans notre vie. Mais on sait très bien que toutes les lois de la physique, toutes les lois de la nature nous disent que lorsque tu as atteint un sommet, après l'apogée, c'est le déclin. Tous les royaumes ont fait la même chose. La pierre que tu lances en l'air, quand elle atteint le sommet, elle est obligée de... Enfin, toutes les lois de la nature nous obligent à atteindre un sommet et puis à se retrouver par terre. La réalité d'une entreprise, en général, c'est aussi ça. Mais il faut chaque fois que vous arrivez ou vous pensez arriver au sommet, trouver l'énergie nécessaire pour répartir vers le sommet suivant. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, mieux qu'hier, moins bien que demain. Quelques valeurs. Le respect, la transparence, la solidarité, mais je vais m'arrêter sur le respect et interpeller les uns et les autres sur quelque chose qui semble anodin, mais qui est tellement important. La ponctualité. Tout à l'heure, on nous a dit on va en pause pour 10 minutes. À 12 heures, on reprend. Que chacun fasse son examen intérieur. Est-ce qu'il était dans la salle à 12 heures? Combien de nos présidents de la République et de nos autorités disent qu'une conférence va commencer à 12 heures et ils se pointent à 16 heures ou à 14 heures? Le respect, c'est surtout lorsque vous êtes dans ces positions où vous êtes le boss, c'est vous qui devez imprimer ce genre de valeur dans la tête des uns et des autres. Mais qui dit respect finalement? Qui dit ponctualité? Ça veut dire qu'il délivre les résultats à temps, il délivre les rapports à temps, il est à temps au rendez-vous avec les clients, les marchandises sont livrées à temps. Bref, ça va au-delà de la morale. C'est l'expérience client, le service client de tous ceux avec qui vous interagissez qui va faire toute la différence. Faites, s'il vous plaît, l'effort de respecter les autres, quelles que soient leurs conditions, de respecter le temps et d'avoir à l'esprit que j'ai fixé rendez-vous à 12 heures. Ce n'est pas à 12h15, ce n'est pas à 15h, ce n'est pas à 14h, même lorsque c'est un collaborateur. Et si d'aventure je suis empêché, ce qui peut arriver, avant cette heure-là, je dois me donner la peine de m'excuser formellement. Et attention, il a dit, si vous demandez à votre assistante d'appeler, c'est différent de quand l'excuse vient de vous-même. Les autres, je crois que ça parle de soi-même. Je voulais quand même insister sur la question du respect, mais on peut passer 15, 20 minutes, 30 minutes, ou tout un séminaire pour chacune des valeurs, elle reste importante. La présentation va être, je vais la poster dans le groupe du workshop. Je vais mettre la version PowerPoint pour vous permettre de l'adapter. C'est une marque pour chacun. Chacun est différent. Faites l'exercice de savoir c'est quoi vos valeurs, c'est quoi que vous voulez absolument avoir comme principe de base. Vous avez des équipes, il est toujours bon parce que c'est un rapport, c'est un contrat entre vous. Il est bon que chacun puisse savoir ce que vous attendez de l'équipe, mais ce que l'équipe doit pouvoir attendre de vous aussi.
Et donc, moi, mon équipe, j'attends qu'il y ait un maximum d'engagement. Qu'il y ait ce sentiment d'appartenir et d'appartenance à une équipe qui gagne, pas juste d'être membre d'une équipe. Et tout ça, il faut y travailler, il faut le créer. L'intégrité, l'honnêteté, j'attends que mes équipes me challengent. Il faut donner cet accès-là à ce que les équipes vous challengent. Beaucoup de discipline de la part des équipes, c'est non négociable. La pression, ça fait partie de notre quotidien. C'est la vie qu'on a choisie. Mais de l'autre côté, ça c'est vous qui exigez ça de vos équipes. Encore une fois, ça c'est moi, que chacun de vous écrive, fasse son exercice pour dire qu'est-ce que j'attends de mon équipe. Ça peut être totalement différent, mais il vaut mieux le savoir parce que c'est un contrat entre vous deux. Deuxième chose, qu'est-ce que votre équipe devrait attendre de vous? Est-ce que c'est le dictateur, c'est la dictatrice, c'est l'impoli de service, c'est celui qui prend tout le bénéfice pour lui ou pas? Bref, c'est vous qui devez le définir, mais moi j'estime que le Chief Executive Officer, il doit être au service de l'équipe. Il est nommé pas parce qu'il est le plus intelligent, loin s'en faut, mais certainement parce qu'il peut au mieux aider toutes les énergies de la société à se développer. Mais chacun de nous, même quand il est directeur financier, il est directeur des ventes, en réalité, c'est le premier Chief Executive Officer de son équipe. Donc, il faut supporter l'équipe par une vision très claire, le supporter dans l'exécution de ce qu'il fait. Là où il a besoin, il faut impérativement que vous soyez capable de les aider. Pas les chefs qu'on connaît qui ont les mains dans les poches et disent aux équipes « j'attends ça à 16 heures » sans dire nécessairement comment on va le faire. Les commerciaux, je crois que vous avez déjà vécu ça. Je suis patron du B2B. Mes équipes vont pour négocier une commande. Elles rentrent bredouilles. Je me mets à les insulter, qui sont des incapables, au lieu de prendre ma peau de chef et de répartir vers le client et de tenter ensemble de négocier et d'avoir les résultats qu'on cherchait. Si vous y arrivez avec l'équipe, croyez-moi, l'équipe vous respectera plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'ils savent que quand ils crient là ou quand elle crie, elle-même, elle est capable de descendre sur le terrain et de faire la vente ou de faire le rapport dont on est en train de parler. Les règles du jeu, c'est une conséquence de ce que je viens de dire au-dessus, mais bref, je voulais quand même qu'on en tienne compte. Les Anglais disent échouer dans la planification, c'est planifier son propre échec. Si vous n'avez pas une stratégie, vous n'avez pas un plan stratégique qui est clair, il est presque certain que vous allez échouer dans votre mission. Et c'est de tout ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. Quelques ingrédients d'un bon plan stratégique, de mon point de vue. Je suis certain que ça rejoint un peu tout ce que Herman et l'équipe ont déroulé depuis le lundi et ça va continuer jusqu'au vendredi. Et Herman, je ne suis pas très inquiet du fait que l'intervention soit aujourd'hui au milieu, parce que je suis sûr peut-être que les 2 jours qui vont suivre, vous aurez aussi d'autres perspectives par rapport à ce que je vais partager, ce que je partage aujourd'hui. Très rapidement, il faut que votre plan soit inclusif dans sa conception. Quand je dis inclusif, pensez un instant à comment vous allez le vendre pour l'exécution, à comment vous allez le vendre pour obtenir l'approbation de vos actionnaires, de votre conseil d'administration, de vos clients, des autorités. Tout le monde est supposé, à un moment donné, avoir son mot à dire pour que le plan soit un succès. Donc,
il est inclusif dans sa conception parce qu'il tient compte de votre environnement. Un plan stratégique au Ghana ne sera pas nécessairement le même qu'en RDC ou qu'au Togo. La situation de l'entreprise dans le même pays ou à un moment donné ne sera pas le même qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. Donc, vous avez besoin d'adapter cela à votre réalité et à vos stockholders. J'ai dit qu'il doit être des fois disruptif. On dit, si tu veux atteindre la Lune, vise le Soleil, comme ça, même si tu échoues, tu vas probablement atteindre la Lune. Des fois, il faut rêver. Les gens, et c'est mon point quand j'ai barré le SMART avant, c'est vrai qu'on dit que les objectifs doivent être SMART, mais je ne pense pas qu'un plan stratégique ou une stratégie doit nécessairement se limiter dans le temps. Quelqu'un qui a 2% de part de marché aujourd'hui, qu'il puisse rêver avoir 50% de part de marché dans 5 ans ou dans 3 ans, et que tout le monde dise que c'est impossible, c'est même là que ça devient intéressant. Probablement que vous avez raison de rêver aussi grand. Donc, n'hésitez pas, ne vous limitez pas lorsque vous voulez avoir votre vision ou lorsque vous entendez la vision de vos actionnaires, de dire que oui, c'est impossible dès le début. Non. Peut-être quand vous allez dérouler, c'est là que vous allez essayer d'avoir des objectifs réalistes, spécifiques. Mais le premier rêve, à un moment donné, personne ne refuse de faire de l'argent, ni vos actionnaires, ni vous-même. Et si vos bonus sont liés à ça, le personnel a le bonus proportionnel, tout le monde sera content. Et lorsque vous le faites, ne regardez pas le court terme. C'est quoi le court terme? Ici, beaucoup de gens, lorsqu'elles accèdent au pouvoir, se disent, j'ai une fenêtre de 4 ans, je fais ce que j'ai à faire pour que j'ai des résultats de 4 ans, mais ce qui viendra dans 15 ans, dans 20 ans, je ne veux pas voir. Parce que j'ai besoin de gérer le court terme. Mais vos positions ne sont pas des positions de court-termistes. Vous pouvez partir, il faut que la société, par votre action, devienne encore et encore plus prospère. Je vous parlais de l'expérience de la RDC. On est en novembre 2014. J'étais directeur général au Niger et on me demande de revenir en RDC, qui est mon pays d'origine, parce que la RDC, à peu près les 7 dernières années, a des EBITDA négatifs. Enfin, il n'y a rien qui marche. Et le 15 décembre, je me rappelle toujours de ça, donc on parle de novembre à décembre. Je crois que c'était le 8 novembre qu'on me notifie. Le 15 décembre, Sunil Bharti Mittal, qui est le patron du groupe Airtel, demande que je vienne à Delhi pour défendre ce que je pense être ma stratégie, le plan stratégique pour que sa société redevienne rentable. Donc, on a 1 mois pour y travailler et connaissant l'environnement, l'un des points le plus importants, c'était malheureusement les people. Les people, je vais donner un cas pour illustrer. On a une équipe de vendeurs qui a une moyenne d'âge de 45 ans, qui a à peu près 15 ans de métier parce que lorsqu'on les a engagés, ils avaient encore 27, 30 ans. En montant, malheureusement, il n'y a qu'une place à la fin. En général, il y en a qui stagnent. Et hier, j'entendais un peu Herman en parler. Et l'un des points, c'était qu'il fallait gérer la question des people pour 2 raisons. Il fallait rajeunir. Il y avait un esprit négatif qui était, pas seulement au niveau des commerciaux, mais un peu dans toute l'entreprise, où certains agents pouvaient aller accuser au fisc des opérations mal comptabilisées pour que le fisc vienne et taxe.
Donc, ils devenaient des, comment on les appelle, les indicateurs, en tout cas pour le fisc. Tu en avais qui venaient au bureau, mais utilisaient les outils du bureau pour leur propre business. Ils faisaient 8 heures de travail ou 10 heures de travail, mais ils ne travaillaient quasi pas pour l'entreprise. Bref, c'était une situation compliquée. Et donc, dans cette présentation, l'un des axes que j'expose à Sunil, c'est il faut qu'on... Herman, tu as appelé ça quoi? Épuration. Mais comme l'anglais est soft, moi j'avais appelé ça, il faut qu'on fasse un right sizing. Okay? Right sizing. Et je lui dis, il y a 600 personnes, 600 employés. Je pense qu'avec 300, on devrait être bon. Mais je vais probablement en virer 400 pour recruter 100 et que ça fasse les 300. Dans la salle, on a parlé de disruptif. Ça, c'est réellement disruptif. Il dit, mais comment tu penses faire pour que tu vires 400 personnes? La société ne va... Je dis, de toute manière, s'ils ne servent à rien, ils ne servent à rien. Et même, ils ont un effet négatif sur l'entreprise. Je dis, oui, mais attention, ce n'est pas tout. De par la loi, même s'ils ne te plaisent pas, il y a une facture à payer et la facture s'est élevée à peu près 14 millions de dollars. Parce qu'ils ont une ancienneté, parce que... Alors, ils disent, mais la société est déjà en mal. Tu me demandes de dépenser 14 millions et de virer 400 personnes pour attraper les 100 qui vont être engagés. Comment j'arrive à mon objectif de rentabiliser la société? Je lui ai dit, c'est simple. On continue avec les 600, on va continuer à s'enfoncer. Tu vas continuer à leur payer des salaires pour rien. Leur ancienneté va augmenter et de par la loi, la facture que tu devras payer à terme, même s'ils partent en retraite dans 20 ans, va s'alourdir. Alors que ici, tu payes les 14 millions, le calcul que je te fais, c'est que leur masse salariale mensuelle va couvrir ça dans les 30 mois. Je ne sais pas si on comprend bien la perspective. C'est une dépense courante, mais pour laquelle on est en train de parler de retour sur investissement dans le sens d'améliorer ses résultats à lui. Parce qu'il a déjà souffert 7 ans. Ce n'est pas 2 ans et demi ou le one-shot qu'il a aujourd'hui, mais on lui dit que dans 2 ans et demi, dans 3 ans, voici ce qui va revenir sur ton PNL. Tout le monde ne peut qu'être content. Mais, attention, vous vous êtes engagé, si ça ne vient pas, ça veut dire que c'est vous qui devez prendre la porte. La question du court-termiste et du long-termiste, mieux vaut, et ce n'était pas dit que je serais encore à Kinshasa dans les 2 ans et demi après, quand quelqu'un d'autre va commencer à recueillir le fruit de ce que j'ai proposé comme approche. Ils avaient peur des grèves, de la réputation et compagnie. Dans le plan, on a dû dire comment tout cela allait se faire. Et Dieu merci, je n'étais plus au Congo à ce moment-là. On parle d'il y a 2 ans. La société qui était au bord de la faillite les 10 dernières années, aujourd'hui, Airtel, RDC est le leader du marché avec un EBITDA de près de 45%. Je n'ai pas vu ça, mais je suis au moins content que ce qu'on a tenté à ce moment-là a donné des fruits sur le long terme pour les actionnaires et même pour les employés, parce que le bonus qu'ils ne voyaient plus, ils le voient systématiquement. La fierté qu'ils n'avaient plus d'être employés d'une telle entreprise, aujourd'hui, ils sont fiers de dire que nous sommes employés de Airtel. Donc, la question du long terme,
versus le court terme. Je tenais à vous raconter quand même cette anecdote parce que ça, c'est mes dernières années de Coca-Cola. Le directeur de ressources humaines groupe nous dit qu'il travaillait dans une entreprise et il fallait changer de directeur général. Lors de la remise et reprise, le directeur général sortant n'avait aucun dossier, il n'avait que 3 enveloppes. Il dit à son successeur, voici les 3 enveloppes. La première, il dit, lorsque tu auras des difficultés, parce que tu en auras, pense aux 3 enveloppes, ouvre l'enveloppe numéro 1. S'il y a encore d'autres problèmes, tu sens que c'est chaud, tu ouvres la 2e enveloppe et la 3e. Donc, le gars commence, 1 mois et demi, 2 mois et demi après, son conseil d'administration impatient des résultats lui met la pression et dit « Ah, c'est vrai que j'ai 3 enveloppes, il ouvre la première enveloppe. Qu'est-ce qui est écrit? Charge au maximum ton prédécesseur. » Ah, donc, quand il revient en réunion, dès qu'on pose un problème, il dit oui, mais c'est la situation dont j'ai hérité. Il n'avait rien foutu, il a mis tout mauvais, les équipes ne valaient pas. Bref, il charge son prédécesseur. Mais cette stratégie tient peut-être 3 mois, 6 mois, mais les résultats ne viennent pas. Et donc, il se retrouve devant son conseil d'administration, on lui dit, mais monsieur, il y a 6 mois, vous nous aviez dit ABCD, ça ne bouge pas. Il va très vite ouvrir la 2e enveloppe. Qu'est-ce qui est écrit? Charge au maximum ton équipe. Donc il revient et dit au board, vraiment, mon équipe ne vaut rien, j'ai hérité d'une équipe qui ne marche pas, je dois tous les changer. Il dit, ok, tu as feu vert, change, fais ce que tu as à faire et c'est dans le bon. Donc, il a gagné du temps, encore 6 mois, 1 an. Les choses ne marchent pas parce que, remarquez qu'au lieu de travailler sur les vrais problèmes, lui, il trouve en fait des excuses. Sa stratégie, c'est « je ne suis pas responsable, c'est les autres qui sont responsables ». Quand il sent que la pression et l'impatience de ses boss est au paroxysme, il dit « Ah, mais les 3 enveloppes m'ont toujours sauvé, donc je vais aller prendre et lire la 3e enveloppe. » Imaginez ce qui est écrit dans la 3e enveloppe. Prépare-toi aussi tes 3 enveloppes. On va parler de la méthode AKN+, parce que justement, moi, je n'opte pas pour les enveloppes. J'aime autant affronter les problèmes comme ils sont, les traiter, les résoudre et puis passer à autre chose. Ça prend des risques, mais il faut impérativement le faire. Alors, peut-être beaucoup se posent la question de savoir le AKN+, qu'est-ce que... L'histoire, vous vous rappelez de la première courbe. Lorsque je quitte le Gabon comme directeur de vente et que je vais au Niger, mon boss me dit, c'est le seul pays où, dans mes 8 pays francophones, il y a déjà eu une grève. Donc, tu es en train d'y aller, il faut savoir que c'est très dangereux. Au bout de 4 ans, j'ai quitté le Niger sans qu'il n'y ait une grève. Comme mon nom c'est Alain Kahacha, en sortant, les équipes m'ont dit Alain Kahacha plus. Donc, c'était le premier plus. Et puis, il y a eu cette aventure de la RDC. J'ai eu un 2e plus. Au Gabon, ça a été le 3e plus. Et quand je suis réparti vers le Congo-Brazza, ça commençait à faire beaucoup de plus. Et à mes 50 ans, j'ai décidé de, au lieu d'avoir des plus qui vont indéfiniment, je me prends N plus.
Comme ça, les plus qui viendront vont entrer seulement dans le N, je ne veux plus les changer. Mais mon nom aussi, c'est Alain Kaha Chantou, moi, donc ça tournait bien, c'est dans le bon. Donc, il n'y a pas d'autre mystère sur le AKN+, c'est juste mon branding. Je commence petit à petit à faire aussi mon branding. Alors, la première des choses que je fais lorsque j'arrive dans une entreprise, j'organise des consultations les plus larges possibles. Et aujourd'hui, la technologie le permet. J'essaye d'écouter tous les employés. Quand je parle de tous les employés, c'est sans exception. Dans certains cas, je prends le temps de 10 minutes, des one-to-one avec tous. Mais quand je dis que la technologie le permet, je fais un questionnaire que j'envoie à all staff et le questionnaire est simple. Dites-moi, de votre point de vue, quelles sont les 2 ou 3 choses qui marchent bien qu'on doit continuer à faire. Deuxième question, dites-moi les 3 choses qui ne marchent mais pas du tout, qu'il faut arrêter et vraiment... Troisième chose, si tu étais le directeur général, quelles sont les 3 décisions que tu prendrais aujourd'hui pour que la situation s'améliore demain? Et puis, il y a une zone libre où la personne peut écrire ce qu'elle veut. Et ça devient un peu pour les analyses. Donc, je répète, 3 choses positives qui marchent tellement bien qu'il faut impérativement maintenir. 3 choses négatives qu'il faut impérativement abandonner. 3 décisions que, si tu étais à la place du DG, tu prendrais pour que la situation soit inversée, parce que nous tous, on sait là où on veut aller. Imaginez que vous avez une entreprise comme la RDC, 600 personnes. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec 1800 propositions pour chacune des cases. Mais la technologie permet très rapidement de faire les analyses et d'aller de l'avant. Vous remarquerez, et ça c'est d'expérience, que 80 à 90% des propositions ou bien de l'analyse de la situation convergent. C'est-à-dire que vous allez avoir à répétition les mêmes problèmes, les mêmes choses qui marchent bien, les mêmes décisions à prendre qui vous conforteront en disant que c'est probablement ça qu'il y a à faire. Et ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous tous, vous êtes partie prenante dans la structuration de la stratégie. Parce que ça va aider un peu plus loin. Donc, au maximum, vous fédérez dans la conception. On est en train de parler de la phase initiale, c'est la conception. Vous exploitez ce que toutes ces informations vous ont donné et vous classez les choses d'une certaine manière, vous les regroupez. Et quand ça va être le moment de restituer, rappelez-vous que chacun a envoyé, d'abord chacun se sent valorisé parce qu'on lui a posé la question de savoir quel était son point de vue. Mais puisque chacun est garni d'un peu de bon sens, donc probablement c'est qu'il met, comme c'est anonyme, il se lâche. Lorsque vous allez venir faire le plan final, il va retrouver dans votre stratégie 2, 3, 4 de ces propositions qui font qu'il estime qu'il est partie prenante de cette stratégie. C'est sa stratégie. Ce n'est plus la vôtre seule. Parce qu'il a écrit une virgule là-dessus, parce que son mot est venu, parce que son idée a été retenue. En entreprise, j'aime souvent dire, on n'est pas en démocratie. Si vous êtes CEO, vous avez votre comité de direction, même si vous le respectez comme vous voulez,
Évitez de prendre des décisions sur base d'un vote. Ce n'est en général pas les bonnes décisions. Vous consultez, chacun s'exprime, et à la fin, vous prenez la décision que vous allez assumer parce que après, vous ne pouvez pas dire que c'est mon équipe qui m'a induit en erreur. L'équipe vous a donné ses conseils, mais vous avez tranché parce que vous êtes le chef et vous êtes le premier responsable devant le board. C'est votre job qui est en jeu. Mais ici, vous avez l'avantage d'avoir pas seulement votre comité de direction, mais toute l'entreprise qui est partie prenante dans votre stratégie, dans votre plan. Quoi de meilleur? Et lorsque vous le leur rappellerez chaque fois, chacun aura ce souci-là dans l'exécution. C'est comme ça que je parle de la phase gouvernance. Le talk the walk, c'est dire, voici ce que nous allons faire. Une stratégie qui est soi-disant secrète entre les sorciers de la société, nous c'est le CODIR, ça n'a aucun sens. On est souvent en train de dire, oui, c'est confidentiel. Posez-vous souvent la question, qu'est-ce qui est réellement confidentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Vous devez communiquer au maximum avec vos équipes pour qu'elles comprennent la direction dans laquelle vous allez et qu'elles puissent vous accompagner parce qu'elles comprennent ce que vous êtes en train de faire. Elles ne sont pas aussi bêtes que ça. Rappelez-vous dans mes fondamentaux, la transparence et d'autres valeurs qui ont été évoquées. Et lorsqu'il viendra l'exécution, c'est-à-dire le walk the talk, on a dit qu'on allait faire, on a fait. Le fait d'avoir embarqué toute l'équipe devient clé parce que, encore une fois, chacun se sent faisant partie de cette équipe, de cette décision d'aller dans telle direction ou dans telle autre direction. Je vous donne un exemple où j'ai mixé le type d'axe stratégique qu'on retrouve quand on fait un tel exercice. Quand je parle des people, c'est l'exemple de la RDC, où justement, quand il fallait préparer ce plan stratégique pour les actionnaires, on a très vite organisé le survey, on a organisé les informations. L'une des choses qui sortait très clairement du survey, c'est qu'il faut nettoyer les écuries. Mais ceux qui le disaient ne savaient pas dans certains cas qu'eux-mêmes étaient concernés par ce nettoyage-là, mais ils étaient conscients qu'on a un souci d'hommes. Les hommes tels que nous sommes dans l'entreprise, ça ne marche pas. On est dans les télécoms. Quand vous entendez vos clients parler et dire que votre réseau n'est pas bon, il faut changer ceci, cela, c'est des remontées qui viendront dans ce fameux questionnaire. Les gens vont vous dire, dans telle région ou dans tel pays, il faut impérativement changer le réseau. Le réseau ici, pour certains, c'est quand je suis dans la manufacture, ça peut être nos cigarettes, ça peut être... Mais c'est l'outil de production. D'autres te disent, il faut se réconcilier avec les partenaires extérieurs. Quand je dis les partenaires extérieurs, je crois que vous l'avez déjà entendu des fois, vous héritez d'une entreprise où les fournisseurs ne sont pas payés à temps. Donc vous avez la réputation des mauvais payeurs. Les dettes, même de 100 000 francs, de 50 000 francs dans les restaurants, dans les PME, dans le pays, il n'y a que ça. Mais ça vous plombe parce que tout le monde dans la communauté, quand on parle de votre entreprise, disent, eux là, il faut oublier. Ça peut faire partie de toute une stratégie pour engager et nettoyer les écuries de ce côté-là. J'entendais les offres à la clientèle. Qu'est-ce que vous faites par rapport à la concurrence? Des fois, vous avez des offres totalement obsolètes et trop chères pour un service qui n'en est pas. Tout ça, on va vous le dire et en fonction du traitement que vous avez fait, vous allez dégager des axes stratégiques à partir desquels vous allez développer des plans
qui vont aller de l'avant. Rappelez-vous et ressassez chaque fois cette image. Et posez-vous la question, dans les 3 scénarios qui sont là, je me retrouve dans lequel? Suis-je un boss? Et nous, les Franco, on adore cette position. On a les mains dans la poche, on donne des instructions. Allez, go! En avant! Allons-y! Êtes-vous leader? Ou bien vous êtes le one-man show? Tout doit revenir à moi. Hier, Herman disait, si je n'ai pas validé un truc, comment on a pu le faire sortir? Et c'est pour votre méditation. Réfléchissez-y, répondez-y et dites-vous dans lequel des scénarios vous voulez être et travaillez pour être là-dedans. Si vous voulez être introverti, c'est votre choix. Donc, si aujourd'hui vous êtes comme un leader, mais vous voulez être introverti, commencez à opérer comme un introverti, comme ça vous deviendrez... Mais c'est votre choix. Mais je sais qu'en général, il y a très peu de gens qui aiment être dans les 2 extrêmes. Chacun veut, même quand il agit comme un boss ou comme un introverti, il veut être perçu comme un vrai leader. Alors mettez-vous en marche, s'il vous plaît. Vous avez un plan, vous avez une stratégie. Je vous ai dit au départ, ça ne sert à rien de l'avoir si on est incapable de la mettre en œuvre, de l'exécuter. Et vous allez l'exécuter d'une certaine manière et avec vos équipes. J'ai ici mis quelques éléments, mais qui peuvent encore une fois varier. Je parle de mon expérience, donc je pense à ce qui a marché le mieux pour... il faut changer la mentalité de toute une organisation, en commençant par vous-même. Il ne faut pas penser que c'est seulement les autres qui doivent changer. Vous êtes... Peut-être que vous n'avez pas vous-même changé. Il faut que vous reposiez les vraies questions, les bonnes questions. Changez le mindset et prenez l'approche du project management. Aujourd'hui, il est même mortel d'avoir des organisations où on ne réalise pas l'intérêt d'avoir l'approche gestion des projets. Dans chaque pays, en général, maintenant, je crois que vous allez en entendre parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, en rentrant, posez la question. Il y a ce qu'on appelle le Project Management Institute. Je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler du PMI. Qui a déjà entendu parler du PMI? Je vous recommande de Google pour votre propre culture générale et d'embrasser cette voie-là. Que vous-même, vous cherchiez des certifications pour vous, mais pour vos équipes surtout. L'approche projet a un avantage simple, c'est scientifique. En fait, ça a été créé par les Américains quand ils ont été à la Lune. Au retour de la Lune, on a imaginé que pour que ce soit possible, il a fallu être méthodique dans l'approche. Et c'est ça qu'ils ont développé. Et je crois que quand tout ce qu'on veut faire est tourné en mode projet, en général, on finit par réussir dans l'exécution. Des éléments qu'il faut améliorer dans l'entreprise, en général, lorsqu'on a son plan stratégique et sa stratégie qui est clairement articulée, c'est la communication. On a dit tout à l'heure, talk the walk. Dites ce que vous allez faire, dites ce que vous êtes en train de faire pour que les gens comprennent de quoi nous parlons. Où est-ce qu'on se situe par rapport à la direction générale qu'on a tous décidé de prendre.
Ça paraît des fois lourd et long, mais lorsque je suis directeur général d'une entreprise, j'organise chaque mois le staff meeting. Le deuxième mercredi du mois, maintenant les vidéoconférences ont beaucoup aidé. Tout le monde se connecte et nous parlons des choses simples. Je rappelle les valeurs, je rappelle les performances qu'on a eues le mois précédent par rapport aux objectifs, par rapport au mois précédent. Je rappelle où on se trouve par rapport à l'objectif crucial qui va permettre aux uns aux autres d'avoir le bonus ou pas à la fin du mois. Nous parlons des vrais problèmes, les questions-réponses. Ça fait qu'à chaque mois, les gens ne sont pas perdus. Mais quand on parle de chaque mois, j'ai envie de dire c'est un exercice. Je suis directeur général depuis 2010. Ça fait 13 ans. En mai, quand j'ai arrêté au Congo-Brazza, ça fait 13 fois 12. Et tenez-vous bien, vous apprenez énormément de ces exercices. Il n'y a pas que vous qui donnez. On est en train d'échanger aujourd'hui. Quand il viendra les questions-réponses, je répartirai à Lomé avec votre expérience dont je me suis enrichi. Vous-même en tant que CEO, vous-même en tant que directeur financier, directeur commercial, sachez que vous pouvez beaucoup apprendre de vos équipes en facilitant cet échange. Donc, j'ai parlé de la communication, l'exécution, l'escalation. Lorsque un collaborateur N-5 a des difficultés pour faire son travail, dans nos entreprises francophones, il ne peut pas dire, il ne peut même pas parler au numéro 1. Il faut être capable d'autoriser cela. Et d'autoriser cela dans l'ordre. Ça veut dire quoi? Je pose toujours la question, si ton salaire n'est pas payé, le 30, tu n'as pas vu ton salaire, qu'est-ce que tu fais? Le premier, tu vas poser la question à ton manager ou à ton superviseur. Et puis, le 8, il n'y a toujours rien. Tu attends la réponse de ton superviseur ou bien tu montes. Tu vas aller à la DRH ou chez le directeur pour dire « je ne suis toujours pas payé ». Le mois se termine, tu n'as toujours pas ton salaire. Tu vas rester attendre ou bien tu vas trouver le moyen d'aller dire au DG ou même d'aller à l'inspection du travail. Cette escalation-là doit être systématique et à temps pour que les actions correctives viennent non pas comme l'ambulance après la mort. Elles doivent venir avant parce que ça permet de résoudre le problème avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas parce que tu as laissé un morceau de bois dans le fleuve qu'il deviendra un crocodile ou une pirogue. Pour que ça devienne une pirogue, il faut qu'on taille, il faut que ça devienne... Et apprenez à vos équipes à escalader. Et quand on escalade, ce n'est pas pour accuser le voisin. C'est pour que le travail avance. J'attendais ton rapport pour que moi-même je produise mon rapport. Le rapport est attendu au groupe le 5 du mois. On est le 4 à minuit, tu ne m'as pas envoyé l'input de ton rapport. Je fais comment? La culture de l'escalation, il faut l'installer, il faut l'autoriser et que ça ne soit pas un péché dans l'organisation. Consequence management. Il faut être capable de primer les bonnes actions, mais de sanctionner sans que la main ne tremble les mauvaises actions, les mauvais... Parce que si vous n'inculquez pas cela dans votre organisation, vous allez décourager le bon grain et vous allez encourager les mauvais à continuer à faire le mauvais. Parce que si quelqu'un détourne de l'argent, les détournements, c'est plusieurs... Il y a plusieurs types de détournements. J'étais au Gabon. Un assez senior va en mission dans la province. C'était Chibanga, je crois, à l'époque. Il y a des Gabonais dans la salle, je crois. Il va à Chibanga et il ramène des justificatifs d'hôtel qui sont plus ou moins le même prix
de son budget journalier à Libreville, qui était dans la police. Malheureusement pour lui, 2 mois après, je fais la même ville et je demande qu'on me mette dans leur meilleur room. Et je vois que la facture est de 20 000 francs alors que lui, il avait emmené 80 000 francs. Et je m'en souviens. Donc, je paye les 20 000 francs. Je pose la question, je dis, il n'y a pas de chambre plus chère, il n'y a pas de... Enfin, j'essaie de comprendre où est-ce que lui, il a payé les 80 000. Bon, malheureusement, ce n'était pas le cas. Et donc, je rentre à Libreville. Un bon petit à moi, finalement, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas? Dire que c'est juste pour 60 000 ou bien... Il faut frapper de manière tellement disproportionnée que ça décourage les uns et les autres à recommencer la même chose demain après-demain. Quand tout le monde sait que pour 80 000 francs, quelqu'un a perdu son emploi, très peu blaguent avec cette rubrique-là pour continuer. Et ce n'est pas parce que vous n'aimez pas la personne, loin s'en faut. Sinon, vous allez sacrifier toute l'organisation. Vous allez sacrifier le gain de vos actionnaires. Vous allez sacrifier à terme votre propre place. Parce que quand 1000 personnes commencent à voler 20 000, 20 000, 20 000, quel est le résultat de course? On ne délivre pas le résultat. Vous, quand vous êtes devant les actionnaires, on vous interpelle, vos coûts ne baissent pas, votre revenu ne monte pas. Enfin, 2, 3 oranges pourries ne peuvent pas... Entre-temps, les personnes qui détournent, vous voyez dans la ville, les immeubles montent. C'est une injustice. C'est une injustice vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis de vous. Et ça s'applique à vous-même si d'aventure vous êtes de ceux-là. Parce qu'un jour, quelqu'un de l'audit, groupe ou autre, se chargera de vous. Mais, consequence management, la rétribution positive ou négative, selon que les actions vont dans un sens ou dans un autre, est plus que important. C'était ce que j'avais préparé pour ma partie présentation. Je crois que cette deuxième partie va être la plus intéressante dans les questions-réponses. Je vous laisse le floor. Merci beaucoup. Magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste là? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très